Salut Guillaume écoute, bienvenue sur ma chaîne. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Salut Jérémy. Je te remercie pour l'accueil. Ça fait plaisir de discuter un petit peu avec toi. Alors, pourquoi je t'ai invité? Beaucoup de jeunes, des débutants en fait dans le milieu te connaissent par notamment toutes tes vidéos que tu postes sur YouTube et sur Facebook. Est-ce que tu peux quand même, pour ceux en tout cas qui ne te connaîtraient pas encore, brièvement te présenter? Bah écoute, avec plaisir. Moi, c'est Guillaume. Je viens d'avoir 23 ans. Je suis de Nantes et je coach pour le club de Nantes. J'ai été joueur de mes 14 à mes 18 ans, donc au club de Nantes. Et après, pour mes études supérieures, j'ai arrêté en fait brièvement les échecs. Mais on y revient toujours aux échecs. Comme tu le sais, Jérémy, on finit toujours par y retourner. Donc après une pause de 2 3 ans, je suis revenu un peu moins en tant que joueur, plus en tant que coach, parce que j'apprécie vraiment le contact, enfin tout ce qui est même le transmettre donc le savoir. Donc franchement, aucun regret. Puis je joue quand même un petit peu et j'essaye de documenter ça sur ma chaîne YouTube. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es donc un jeune joueur, mais que tu as fait quand même pas mal de clubs, donc tu as quand même du temps en club, donc tu as quand même une belle expérience. C'est aussi pour ça que je voulais t'avoir, cette expérience-là, et à la fois de coach, donc toi, tu as l'habitude de donner des cours, c'est la raison pour laquelle je voulais un peu m'entretenir avec toi, l'idée étant d'offrir des clés, des conseils pour tous les débutants aux échecs à partir même débutants, mais plutôt autour déjà de 500, 600, 700 Elo qui veulent progresser. Alors donc on a préparé une série de questions et évidemment il y a parmi les grandes questions il y a les fameuses erreurs classiques qu'on fait quand on commence aux échecs et j'aimerais commencer par celle-là. Est-ce que tu peux rappeler un peu, détailler un peu les erreurs les plus communes et comment est-ce qu'on peut faire pour les éviter? Parce que c'est souvent, on commet cette gaffe, on donne une pièce et qui nous ruine une partie, même si on l'a bien joué. Donc, est-ce que tu peux commencer par un peu détailler les erreurs les plus communes qu'on fait et comment on peut faire pour les éviter? Ok, très bien. Bah écoute, je trouve que la première erreur que font les joueurs qui bloquent vers 500, entre 500 et 800 Elo, c'est le fait, je trouve, de jouer trop de parties. En Ouais. fait, j'ai des joueurs qui jouent beaucoup de parties, qui vont en jouer 20, 30, 40, 50 en une journée, et ils peuvent penser que bon bah la quantité ça va marcher parce qu'à force de jouer, on pratique, à force de pratiquer, on s'améliore. Ouais. Ce qui est vrai, mais ce qui est pas tout à fait vrai, parce que le souci, c'est qu'en jouant trop, on risque de diluer, entre guillemets, notre attention, en fait, qu'on voulait pour cette session d'échecs. Et aussi, on se retrouve avec des joueurs qui vont avoir tendance un petit peu à gaspiller certaines parties. C'est-à-dire qu'en fait, je commence ma partie, je joue un petit peu vite, je suis un petit peu moins concentré, je lâche un pion, deux pions, et puis je me dis, oh, c'est pas grave, de toute façon, il y en aura une suivante. Comme j'en vais en jouer 20 d'affilée, et quasiment, bon, bah, celle-là, je la laisse de côté, je peux même l'abandonner après avoir juste une pièce de moins. Et donc, on perd déjà un petit peu en combativité. Et le fait de pas être à 100%, bon, bah, écoute, si on a le même elo tous les deux et que chacun en joue à 100%, bah, si toi tu joues à 100% et moi je joue à 60%, bon, bah, tu vas finir par t'imposer, quoi. Donc, le nombre de parties, je trouve que c'est un conseil qu'on entend peut-être un petit peu moins que d'autres, Mhm. mais ça Et fait du pas coup, mal la différence. ok, et du coup, je me permets tout de suite de rebondir là-dessus. Quand Mhm. tu dis, moi, je suis très étonné que tu dises, enfin, je sais qu'il y a certains qui jouent énormément de parties, mais 50, ça, c'est vraiment énorme. Alors, c'est quoi le conseil que tu donnerais en termes de parties maximales à jouer pour garder justement cette concentration par jour, donc? Moi, je dirais déjà, entre 3 et 5 parties, c'est déjà très bien. Mhm. Surtout que là, il faut parler de la notion de cadence, parce qu'en fait, si on peut jouer 50 parties, c'est que souvent on joue des parties qui vont durer 3 minutes, qui vont durer 5 minutes, alors qu'en fait, bah, ça permet en fait d'avoir un bon shot de dopamine, de jouer vite, parce que on a des belles combinaisons, on a des opportunités qui arrivent très vite, on peut faire des petits pièges. Sauf que sur le long terme, en fait,
on va s'accrocher à ces petits pièges et on va jamais réussir à aller plus loin que ces pièges et essayer de produire un jeu, une partie qui est plus maîtrisée du début à la fin. Donc, pour pouvoir sentir les effets, en fait, des exercices, des problèmes, de l'analyse de partie, il faut jouer des cadences qui sont plus longues. Et donc là, en général, quand même, la cadence idéale, selon moi, après, je suis ouvert au débat, hein, la cadence idéale, c'est le 15 plus 10 pour moi. 15 plus 10, pour moi, on a assez de temps, on a un petit peu de rajout aussi, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de temps à chaque coup qui nous permet de pas tomber autant si on a une position qui nous est favorable. Pour moi, c'est l'idéal. Ouais, bah là-dessus, évidemment, je te rejoins totalement. Je prône aussi ce temps long. Ça nous ramène, en fait, ça me fait penser à moi la manière dont j'ai appris à jouer aux échecs. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Et où on se mettait, c'était avec mon père, devant un échiquier. Et en fait, on passait une heure devant une position. Et en fait, il n'y avait pas déjà cette notion de temps, de jouer vite. Et quand on jouait une partie, en fait, on n'avait même pas de pendule, donc on jouait une partie qui durait un peu une demi-heure, parfois une heure. Et c'est du coup aussi une manière d'apprendre totalement différente euh, qui nous permet justement d'approfondir certaines choses. Donc je suis tout à fait évidemment d'accord avec toi. J'avais quand même une question sur le 15-10 minutes, parce que moi qui ai appris, enfin, on sait par exemple que la norme FIDE, c'est des parties, enfin il y a plusieurs catégories, mais la Mhm. partie reine, c'est quand même les parties d'1h30. Si je crois que c'est ça aujourd'hui. Moi, à mon époque, c'était Mhm. 2 heures, plus une heure de rajout, partie de 6 heures maximum, par exemple. Mais bref, donc beaucoup plus long. Euh, est-ce que tu ne penses même pas qu'au début, parce que moi je suis en train de me demander si c'est pas même un peu plus que 15-10 qui serait l'idéal. L'idéal en tout cas pour progresser. Je ne dis pas l'idéal pour le plaisir, parce qu'il y a toujours l'équilibre plaisir-progression. Progression signifie un peu faire des efforts. Parfois je suis en train de Ouais, me dire si c'est pas effectivement. plutôt, faut pas aller sur la demi-heure de partie au minimum, tu vois. Une demi-heure, je trouve ça intéressant aussi. J'ai quelques élèves qui jouent en demi-heure, effectivement. Après, le souci qu'on a avec la demi-heure, c'est qu'on n'a pas de rajout. En Ouais, général, c'est 30 KO. Tu me coupes hein, ouais. si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est plutôt celle-là qui est utilisée sur chess.com ou même sur lichess. Et donc, j'aime bien un peu cette garantie d'avoir au moins 10 secondes à chaque fois. Et si je suis en finale et que je dois convertir ma finale, d'avoir à chaque fois 10 secondes. Après, bon, si on fait une partie, admettons, je sais pas, je vais dire, on va faire une partie de 30 coups. Si on fait une partie de 30 coups, on a 30 fois 10, ça fait 300 secondes. Donc ça va faire 5 minutes de plus. Donc ça veut dire que j'ai eu 20 minutes au total. Si je fais une partie de 60 coups, donc je vais jusqu'à la finale, j'ai vraiment poussé la partie. C'est assez rare, 60 coups, mais ça peut arriver. Ça veut dire que j'ai eu 25 minutes au total si je compte le rajout de temps. Donc on est quand même très proche du 30 minutes. Donc effectivement, peut-être que le 30 minutes, ça nous laisse un peu plus de temps. Après, il y a cet inconvénient de ne pas avoir de rajout, selon moi. Ouais. Et d'être stressé éventuellement en finale quand on se dit j'ai pas de rajout, je dois absolument mater ici, je peux pas faire des coups d'attente par exemple, hein. C'est vrai que Mhm. il y a cette notion, on abordera peut-être, c'est à un moment donné, dans certains plans, c'est de faire des coups d'attente juste pour gagner du temps. Euh, ok, super. Est-ce que donc j'entends que les deux points, ce que tu dis d'abord, c'est l'importance de moins jouer, maximum 5 parties par jour, et dans des cadences plus longues. Donc du Exactement. 15-10. Donc ce 15-10, pour rappel, c'est 15 minutes plus 10 secondes de rajout par coup. Ce qui Exactement, aboutit ouais. parfois à des parties, voilà, à 10 secondes, c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est ça. Ce qui aboutit à des parties qui peuvent effectivement, autant avoir 25 minutes de temps de jeu chacun, quoi. Il y a autre chose que tu verrais en termes d'erreurs communes, alors plus par rapport au jeu en soi-même, Mhm. ou bien juste extérieur, comme ce que tu dis là? Ouais, exactement. Exactement. Par rapport à la partie en elle-même, je trouve que déjà, avant de commencer la partie, hein, si on a bien choisi la cadence, si on essaye de jouer peu de parties, en tout cas pas trop, pour moi, c'est le plus important avant de commencer la partie, c'est l'environnement extérieur. Bon, tu connais sûrement cette phrase, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Bon, avant de commencer une partie, on pourrait quasiment dire ça. C'est-à-dire que si on est entouré de 5 personnes qui sont calmes, ou alors juste de 5 tableaux qui vont pas faire de bruit et on est sûr qu'ils vont pas nous déranger, ça fait une grosse différence plutôt que jouer à côté de 5 personnes qui dansent en boîte de nuit. Évidemment, on n'aura pas la même capacité à se concentrer.
Et en fait, ça fait quand même une grosse différence. Voilà, moi, j'en suis persuadé. Ça a eu des effets sur moi. Par exemple, pendant longtemps, le fait que je joue en club faisait que, selon moi, mon élo en présentiel était plus important que l'élo en ligne. En d'autres termes, quand j'étais face à un joueur qui était physiquement devant moi, je me concentrais à fond pour le battre. Quand je jouais en ligne, je jouais en rentrant de soirée à 1 heure du matin sur le téléphone dans mon lit, quoi. Et en D'accord. fait, j'ai toujours stagné en ligne. Alors, je sais pourquoi, parce que du coup, j'étais pas concentré. Mais le fait d'avoir repris un petit peu les échecs en ligne par le biais de ma chaîne YouTube, bah, j'étais obligé de me tenir droit, le micro, le PC, euh, pas jouer n'importe quoi, être bien concentré parce que aussi il y avait ce stress-là, bah, de me dire qu'il y avait d'autres personnes qui allaient voir ma partie. Et donc ça a joué. Et aujourd'hui, je sens que je joue beaucoup mieux que j'ai joué il y a quelques années. Alors, je conseille pas à tout le monde de créer sa chaîne YouTube et de faire que des vidéos sur les échecs, mais je dis juste que bah, l'environnement, ça fait vraiment quelque chose, le fait d'être assis, d'être posé, d'être reposé aussi, de jouer pas à 1 heure du matin, ça fait quelque chose. Oui, alors c'est tout à fait de nouveau, je suis assez d'accord avec toi. Et alors, il y a justement, je voulais te poser sur la notion des écrans. Euh, Sentiment que beaucoup de personnes jouent sur leur téléphone, c'est-à-dire sur un petit écran. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'idée, bah, petit écran versus écran d'ordinateur? Toi, tu vois une différence en dehors du fait que tu la joues dans des conditions bonnes, t'es réveillé, c'est pas fin de soirée, Mhm. etc. T'es pas trop fatigué, mais t'as ton téléphone et versus je suis dans de très bonnes conditions devant un ordinateur avec donc un écran plus grand. Toi, tu penses que c'est un facteur important ou pas vraiment? Bah déjà au niveau technique, selon moi sur Chesscom, on peut faire plus de pré-move sur l'ordinateur que sur le téléphone, parce Mhm. que si on joue l'un contre l'autre et qu'il te reste peu de temps, si tu es sur ton téléphone, tu pourras juste faire un Mhm. seul pré-move. Donc pré-move, pour ceux qui voient pas forcément Ouais. ce que c'est le fait de déplacer une pièce avant que l'adversaire n'ait déplacé la sienne, de manière à ce qu'au moment où il joue son coup, nous, ça se joue automatiquement et on perd pas de temps. Et même Mhm. dans le cas où justement on a du rajout, on gagne nos fameuses 10 secondes qui nous permettent de survivre. Sur ordinateur, je peux faire des allers-retours avec mon roi, je peux en faire 10 et l'ordinateur, il fera tac, 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 et je vais gagner 10 secondes par 10 secondes. Alors, évidemment, je vous conseille pas dans vos parties de faire des allers-retours avec votre roi, mais dans certains cas, le cas le plus commun, c'est quand on avance un pion à dame et qu'il nous reste plus Mhm. qu'une dame et un roi pour terminer la partie. Ça peut être très pratique de faire des coups automatiques où on va juste rapprocher le roi du centre, rapprocher la dame du roi et au moins gagner 10 secondes grâce à ça. Là où sur téléphone, on aurait perdu un petit peu plus. D'accord. Donc pour moi, il y a ce côté technique des pré-moves et j'ai l'impression, peut-être que je suis un petit peu vieux jeu, mais j'ai l'impression que quand on joue sur le téléphone, le problème, c'est pas forcément la taille de l'écran, mais c'est aussi qu'on va être beaucoup plus tenté d'être avachi, d'être allongé sur le canapé, enfin, d'être sur un transat, alors que sur l'ordinateur, j'ai un peu plus de mal, justement, bah, je suis plus sur mon bureau et posé. Ok, très bien. Alors, ça nous amène à la question suivante. C'était plutôt sur ben, les fameuses analyses de parties. Donc, on sait que en ligne, chess.com, Lichess propose, les ordinateurs nous proposent des bilans qu'on voit souvent passer sur les groupes Facebook avec les fameux coups brillants, les gaffes, etc. Euh, Quelle est un peu, toi, ta vision des choses par rapport à ce qui existe? Et la plupart des joueurs qui ne sont pas en club ou qui sont un peu seuls se basent beaucoup sur ces fameux bilans. Quelle est, toi, bah, ton analyse de ces analyses d'ordinateur et dans un premier temps, et ensuite, qu'est-ce que toi tu conseilles aux joueurs comme ça débutants pour vraiment progresser en termes d'analyse? Comment bien analyser le parti? Alors, moi, un truc que je répète souvent à mes élèves qui sont en dessous de 1000 l'élo, c'est qu'on gagne souvent, enfin, à leur niveau, en fait, ils gagnent bien plus grâce aux erreurs de l'adversaire que grâce à leur coup d'éclat, à leur coup brillant, en fait. Ça fait un petit peu mal à l'ego sur le coup parce qu'on est bien content de faire des cours brillants. Mais en vérité, en fait, c'est beaucoup plus simple de gagner en restant assez solide, en développant petit à petit nos pièces et en se basant sur le fait que notre adversaire va finir par se découvrir un petit peu, va finir par, pourquoi pas,
donner une pièce en un coup, ou alors mettre une pièce sur le bord de l'échiquier, le fait que la pièce a un petit peu moins d'espace pour se déplacer, bon, bah, ça peut nous donner des idées pour essayer de la capturer. Ou alors, pire, une pièce qui est non protégée, même si elle est centralisée, si elle est non protégée, ça peut, bah, justement être un signal faible et donc une Cible, ouais. opportunité pour nous Ouais, de ouais. la capturer. Mm. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple de gagner des parties justement en s'adaptant à ce que fait l'adversaire et en essayant justement de s'adapter à ses erreurs, plutôt que chercher à faire des coups brillants, des sacrifices, des choses très spectaculaires. On fait pas une vidéo YouTube, c'est pas grave si la vidéo elle est pas, elle va pas faire 10 000 vues entre guillemets parce qu'il y a un sacrifice. On joue juste une partie chez nous pour progresser, pour gagner des points. Donc on gagnera autant de points en gagnant de manière linéaire petit à petit qu'en faisant un sacrifice, un coup brillant, quoi. Donc, je trouve que le problème de l'analyse de partie, justement, c'est qu'on a un peu cette recherche du coup, très bon coup, du coup brillant, là où on devrait, selon moi, avoir euh, la recherche, enfin, on devrait chercher en fait à baisser le nombre de coups manqués. Moi, c'est surtout ça ce que je regarde en fait. Les opportunités manquées, le symbole croix, je trouve que c'est ça vraiment la clé, puisqu'en fait, le coup manqué signifie qu'il y avait une opportunité tactique que l'adversaire aurait pu en fait, enfin aurait pu profiter en fait, aurait pu profiter de cette opportunité. Par exemple, justement, une pièce qui est non protégée ou qui n'était pas capable d'être, qui était possible d'être capturée. Donc, pour moi, il y a ça. Plus se focaliser sur les coups manqués. Et puis après, selon moi, en dessous de 1000 Elo, il y a quand même beaucoup de variantes que propose l'ordinateur et qui sont pas forcément adaptées. Et c'est pas selon moi parce que petit chef, j'ai décidé que c'était comme ça. C'est plus le retour que j'ai eu en fait de mes élèves parce que la plupart de mes élèves, et j'imagine que ça doit être pareil pour toi, ont souvent un abonnement sur Chess.com qui leur permettent d'avoir une analyse de partie. Et pourtant, bah, ça suffit pas parce qu'en fait, il y a des variantes qu'on ne comprend pas. L'ordinateur va choisir toujours le chemin le plus rapide. C'est comme si tu viens à Nantes chez moi, depuis la Belgique, il me semble, tu prends le GPS. Le GPS, il va choisir le chemin le plus rapide. Si tu lui demandes le plus rapide, il va faire le plus rapide. Mais si c'est le plus rapide à 10 secondes près par rapport au plus simple, il va quand même te dire le plus rapide parce que lui, il est programmé pour donner le plus rapide. Donc tu viendras chez moi peut-être en passant par des petites départementales douteuses, en traversant un fleuve à la nage entre guillemets, si c'est 10 secondes plus rapide que de prendre l'autoroute. D'accord. Alors que nous, on préfère en partie avoir une partie qui est calme, convertir de manière logique en juste échangeant des pièces et en ayant une finale qui soit facile à convertir. Et donc, pour ça, en général, il faut jouer des coups simples. Et l'ordinateur privilégiera toujours dans son analyse les coups complexes mais rapides par rapport aux coups simples mais lents. Ok. Et du coup, comment on peut, sur cette base-là, progresser en analyse? Alors, ça veut dire qu'on doit plus arrêter trop de regarder nos bons coups et plutôt se focaliser. Tu dis, alors, est-ce que c'est plus sur les coups manqués ou sur les grosses erreurs, les gaffes quand on donne une pièce, d'après toi? Tous les gaffes, les coups manqués, justement, essayer de réduire ça. De toute façon, les gaffes, c'est les gaffes qu'on a fait nous dans notre camp. Et ça veut dire que c'est des coups qu'on a fait où on s'est sûrement trop exposé, on a laissé une pièce en prise, on a ouvert une brèche pour l'adversaire. Donc ça veut dire que la gaffe, c'est un mauvais coup dans notre camp. Le coup manqué, je dirais que c'est un mauvais coup dans le camp adverse qu'on n'a pas su en fait bien utiliser. Exploiter. Donc Mhm. bien exploiter, ouais. Donc je trouve que les deux se rejoignent pas mal. C'est vrai que j'ai pas appuyé sur les gaffes, mais en fait les gaffes c'est pour regarder dans notre position et puis les coups manqués c'est plutôt dans celle de l'adversaire, mais je trouve que ça se rejoint un petit peu. Ok, d'accord, très bien. Alors, la question suivante, c'était aussi une question qui revient très souvent. C'est on aime, mais il y a toute la théorie des ouvertures. Et alors, beaucoup commencent à travailler, essaient de trouver l'ouverture qui leur convienne, parfois étudient des variantes, etc. Bref, ils respectent les fameux grands principes de l'ouverture. Hum. On rappelle l'occupation, le contrôle du centre, mettre son roi à l'abri et développer ses pièces. Il
On peut détailler tout ça évidemment. Mais ça, globalement, quand on est à 500-600 Elo, on commence à bien comprendre tout ça. Mm. Par contre, un truc qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que je fais après l'ouverture? Et alors là, ça pose la question les plans de jeu. Qu'est-ce qu'on fait après l'ouverture pour trouver un plan de jeu? Toi, c'est quoi ta vision des choses sur ça et qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur de 700-800 Elo qui ne sait pas trop quoi faire après avoir respecté les grands principes de l'ouverture? Voilà, c'est la question à 1 million de francs ou 1 million d'euros parce que le jeu d'échecs est tellement complexe que c'est compliqué en fait de donner un seul plan. En fait, Mhm. selon moi, quand on a bien respecté les principes de l'ouverture, qu'on se retrouve, admettons, avec 2 pions au centre, les cavaliers sur les côtés, les fous qui sont sur les côtés, on a mis le roi à l'abri, et pourquoi pas, bingo, on a avancé la dame et mis les tours au centre. Ce qu'il faut commencer à regarder, ça va plutôt être des faiblesses dans le camp adverse. Donc pourquoi pas une colonne qui commence à s'ouvrir? Pourquoi pas 2 pions doublés qui pourraient être plus vulnérables? Ou alors une pièce qui est sur le bord de l'échiquier. Là, déjà, ça peut nous donner des envies, en fait, de se dire, OK, peut-être que je pourrais aller viser ce côté-là de l'échiquier. Deuxièmement, ce que je regarde souvent, c'est la structure de pion et la structure de pion dans mon camp. On dit souvent que la structure de pion nous donne un indice vers quelle aile attaquer. Donc, si j'ai 3 pions qui sont alignés, bah moi, j'aime bien tracer une flèche et dire qu'il faut jouer vers là-bas. Donc déjà, on a une chance sur deux de pas se tromper. Normalement, on joue vers la bonne aile, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, pour moi, si on a pris le centre, bah, il faut essayer de prendre un peu plus d'espace. Donc pourquoi pas aussi avancer quelques pions à côté. Mais c'est difficile de faire une réponse très précise parce que c'est justement dans un cas général. Donc Bien sûr. Et imaginons qu'il n'y a pas, par exemple, parce que c'est pas évident non plus pour un débutant, par exemple, tu dis identifier les faiblesses adverses, c'est déjà pas toujours simple de les connaître, effectivement. parce que on connaît les grands principes, mais après, les faiblesses, il faut savoir les identifier, ça demande un peu d'expérience, de connaissance. Et quand l'autre, par exemple, l'adversaire s'est assez bien développé, on a l'impression, il peut aussi ne pas y avoir de faiblesse dans le camp adverse, même s'il y en a sans doute toujours un petit peu, hein, bien sûr, mais en tout cas, on n'arrive pas à les identifier, et on se dit, euh, je ne sais quand même toujours pas quoi faire. Alors, là où je veux en venir, c'est qu'il y a cette citation de je ne sais plus qui je ne sais pas si c'est Kasparov qui avait dit ça, c'est il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan. Mm. Alors, quand on ne sait vraiment pas quoi faire, et mon coach me dit, Jérémy, il y a toujours moyen, tu peux pas me dire ça, il y a toujours moyen. Parce qu'il dit, il y a plein de possibilités, en fait. Tu Mm. choisis un plan. Ton plan, ça peut être juste, j'attaque le roi, je veux faire un mat. Ou ça peut être, je vais jouer à l'aile dame, je vais jouer à l'aile roi, et en fait, t'essayes, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai un peu compris les choses, c'est qu'à un moment donné, bah, il faut bien en choisir un, et mieux vaut choisir un mauvais plan que pas de plan. T'es d'accord un peu avec Ah cette ouais, je suis complètement compréhension? d'accord avec ça, effectivement. Mhm. Parce que ça arrive de se tromper de plan et c'est pas très grave en général. C'est pas Mhm. là-dessus que ça se joue. Ça va vraiment être, selon moi, en fait, d'avoir une ligne directrice, comme tu as pu le dire, que ça soit la meilleure ou que ça soit une des meilleures ou peut-être une qui est plutôt moyenne, c'est pas bien grave. D'essayer de s'y tenir, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir quand même un petit peu de lien entre chaque coup, parce qu'on voit comme des joueurs des fois qui vont vouloir jouer à gauche, 2 coups après qui vont jouer à droite, puis 2 coups après qui vont jouer à gauche, donc des fois ça fait un peu ping-pong et donc on perd un petit peu de temps. Donc avoir une idée, s'y tenir, et puis surtout être bien attentif justement aux erreurs de l'adversaire, parce qu'il va forcément Mhm. commencer par se découvrir. Si j'ai l'ambition de commencer à avancer mes pions à l'aile dame, peut-être avancer mon pion A de 2 cases, mon pion B de 2 cases, je fais déjà bien attention à ce qu'il soit bien protégé, à que ça ne laisse pas une opportunité pour l'adversaire de gagner du matériel. Et puis il y a un moment, en fait, en voyant mes pions arriver dans son camp, il va bien finir par faire des manœuvres de pièces, par se découvrir un petit peu. Et c'est là, justement, il faudra que je sois vigilant. Ok. Est-ce que ça veut dire aussi que quelque part, parfois c'est l'adversaire qui nous donne un plan de jeu? Le truc le plus classique qu'on voit régulièrement, enfin qu'on peut souvent rencontrer, c'est des rocks opposés. Si Mhm. un adversaire à un moment donné fait un grand rock, là, souvent c'est le plan, ben, si j'ai fait le petit rock, c'est rare qu'il y ait deux grands rocks en même temps, enfin ça peut arriver, mais c'est quand même pas très commun, me semble-t-il. C'est de dire, ben là, le plan est simple, j'attaque son rock, il va attaquer le mien, et c'est quelque part
à celui qui va Mhm. être le premier arrivé, qui aura plus de chances de l'emporter, quoi. Enfin, s'il attaque bien. Ouais, Donc effectivement. l'idée, en fait, c'est à un moment donné, c'est l'adversaire et les plans. Il faut peut-être aussi peut-être dédramatiser un plan. Parfois, ça peut. Est-ce que ça peut pas être jouer contre une pièce? C'est vrai que c'est déjà un truc un peu d'un niveau plus élevé, ça, mais se dire, ok, il y a un cavalier qui est là, qui est pas bien mis, ou il est en retard de développement. Je vais profiter de ça et de jouer avec deux pièces en plus que lui. Essayer d'éviter que cette pièce-là se développe, je la cale, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Ou est-ce que En c'est déjà un général, niveau plus trop élevé, tu vois, pour un 800 de se dire je vais jouer contre une pièce, par exemple. effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple de dire ça. Après, ce qu'on Ouais. peut se dire aussi, la base de la stratégie, c'est aussi de regarder ces pièces, surtout ces pièces mineures, en général, les cavaliers les fous, Mhm. et se dire, bon, bah, je vais essayer de compter le nombre de cas sur chacune de mes, enfin, que chacune de mes pièces peut aller. Ouais. Et puis, si je vois qu'une pièce vraiment bouge pas beaucoup, ou une des possibilités qui sont euh, pas énormes, bah, je vais essayer d'améliorer cette pièce-là. En général, améliorer la D'accord. pièce la moins bien développée, la moins bien placée, ça peut être aussi une C'est idée. intéressant ça, comme plan de jeu, ce que tu dis. J'avais jamais trop entendu ça, ou en tout cas pas comme ça. Donc tu es en train de me dire que tu fais ton analyse en te disant, OK, j'ai fini mon développement, enfin en tout cas ouais, mon ouverture, et je regarde un peu le champ d'action de chacune de mes pièces. Et si par exemple je vois que, je prends un exemple qui me vient comme ça en tête, j'ai mis un fou en fianchetto et qui bute sur mon pion central, et au final mon fou contrôle une ou deux cases, quoi. Est-ce que ça veut dire, ça c'est déjà un mauvais signe que se dire, tiens, il faudrait que j'améliore ce fou, par exemple en ouvrant au centre? Mhm. Ouais, effectivement. Ça, c'est tout à fait vrai, hein. Tu donnes un très bon exemple. Si on a Ok, une pièce qui est vraiment bloquée, un fou qui a seulement une ou deux possibilités pour se déplacer, ça peut être une bonne idée d'ouvrir le jeu, ou d'accord. alors de le recycler. Ce que j'appelle recycler, c'est de le changer de diagonale, en fait, et trouver une Ouais. diagonale qui serait plus intéressante pour ce fou. C'est tout Ok, à fait vrai. ok, super. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur les plans de jeu? Non, pas spécialement. Ok. Alors, on va revenir un peu en arrière et aborder les ouvertures. Parce que ça reste quand même, et c'est toujours un grand débat, en tout cas sur les groupes, les forums et autres groupes Facebook, sur les ouvertures, étudier ou pas les ouvertures, à partir de quand est-ce qu'on commence à étudier des lignes, combien d'ouvertures faire, est-ce qu'on doit un peu les découvrir toutes, ou bien on en choisit une, deux, avec les blancs, avec les noirs, qui nous convient le plus, à quel moment on choisit, sur base de quoi, notre style de jeu ou pas. Est-ce que les grands principes de l'ouverture, sans connaître les ouvertures, suffisent amplement pour aller jusque combien 1000, 1200, 1500? C'est quoi un peu, toi, ta vision des choses sur les ouvertures quand on a 700, 800 points Elo? Qu'est-ce que tu conseillerais à ce niveau-là? Pour moi, à 700-800 Elo, c'est intéressant d'avoir ces petites habitudes, ces petits Ok, automatismes. En d'autres termes, on dit son système en général. C'est-à-dire qu'on a en fait un placement de pièces qu'on essaye d'utiliser régulièrement. Le plus connu, ça reste quand même le système de Londres, le fait d'avancer le fou en F4, le cavalier en F3, se servir du pion C, pourquoi pas, pour faire levier. Après, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je sais que, voilà, on le répète souvent, il y a quand même toujours des débats, il y a toujours des personnes qui vont expliquer que si c'est intéressant parce que, en fait, dans certaines variantes, bah, il y a quand même une notion de stratégie, il y a aussi une notion de tactique. Mais ça, c'est logique. Aux échecs, il n'y a pas que des coups stratégiques, que des coups tactiques. C'est toujours un mélange, c'est le yin et le yang, en quelque sorte. Donc, ok, quelqu'un qui a passé toute sa vie à étudier les ouvertures, il va quand même travailler un petit peu la tactique. Sauf que si on cherche le 80-20, enfin l'efficacité, évidemment, en fait, c'est beaucoup moins efficace pour progresser de passer beaucoup de temps sur les ouvertures par rapport à d'autres domaines de jeu. Ça peut être par exemple le milieu de jeu avec la tactique ou alors la stratégie. Donc selon moi, c'est pas pertinent de chercher à connaître 10, 15, 20 coups en fait dans l'ouverture. Surtout qu'il y a d'énormes chances que au niveau 500, 700, 900,
l'adversaire, au bout de 3 coups, il ait pris la première sortie sur l'autoroute et qu'il est déjà dévié de la variante principale. Bien entendu, ouais, Donc, ouais. selon moi, c'est pas du tout utile. Euh, j'ai essayé tant bien que mal de l'expliquer à ceux qui me suivent. Je pense que ça a été de plus en plus intégré. D'ailleurs, sur ma chaîne, justement, en fait, j'ai repris la compétition, mais je n'ai pas repris le travail des ouvertures. Donc, en fait, Mhm. je suis retourné quasiment à mon ancien niveau, euh, en sachant 4, 5, 6 coups de théorie, quoi. Je dirais qu'en moyenne, si je dois faire une moyenne honnête, je connais au bout de 6, 7 coups, c'est déjà bon pour moi, quoi. Et je D'accord. sais, je connais les plans, c'est-à-dire que je sais où placer mes pièces et je sais au moins dans quelle direction aller. Donc ça aussi, on parle peut-être pas assez de ça, mais on parle du placement de pièces, mais aussi connaître la direction, c'est intéressant. Alors, je vais tout de suite rebondir là-dessus, parce que ça, c'est déjà intéressant ce que tu dis. Donc, toi, qui as déjà un niveau de joueur de club, tu dis, OK, moi, tu as quand même une panoplie de connaissances sur les ouvertures. Quand on voit tes vidéos YouTube, tu sors quand même des références de beaucoup de noms d'ouvertures. Donc, on voit que tu as des connaissances, mais pas forcément très développées. Tu dis 5, 6 coups. Donc, c'est pas non plus voilà, une connaissance encyclopédique du tout des ouvertures, et pourtant tu as déjà un très bon niveau. Et donc, du coup, par contre, tu dis, OK, ce qui est plus important, c'est plus les plans derrière les ouvertures et les placements de pièces. C'est quoi les plans? C'est les grandes idées de chaque ouverture? C'est quoi? C'est ça. Exactement. Moi, j'ai des fichiers sur mon ordinateur à l'époque où je jouais en club, où en fait, au bout de 6, 7 coups, il y a 3 petits tirets et c'était marqué jouer l'attaque de minorité à l'aile dame, donc essayer d'avancer les pions à l'aile dame, On placer les rappelle tours. l'attaque de minorité, tu peux Oui, rappeler ce que c'est? Donc l'attaque de c'est minorité, c'est quand vous avez d'un côté deux pions contre en face trois pions, quoi. En gros, vous êtes en ça. minorité et la minorité attaque la majorité, c'est ça? C'est ça, exactement. On va essayer de déséquilibrer un peu la structure de pion adverse en Ok, faisant en allant un peu titiller la structure de pion avec justement peu de pions, mais l'idée c'est pas forcément de gagner un pion, c'est plutôt de déséquilibrer la structure, quoi, de d'accord. l'affaiblir. Et en fait, Ok, c'est donc déjà hmm, pas mal, quoi. c'est ça. Donc toi, tu dis, ok, quelques coups, 5, 6, 7 coups, et puis après, voilà, tes petits tirets, là, j'ai une attaque de minorité. Et quoi d'autre, par exemple, comme grandes idées dans une ouverture? Bah, ça peut être par exemple justement d'attaquer le roi, d'essayer de prendre de l'espace à l'aile roi, d'avancer les pions pour l'attaquer. Ça peut Mhm, être par exemple d'ouvrir les lignes au centre. Si on sait que c'est une ouverture, on va essayer de roquer rapidement et profiter d'un avantage de développement. Bon, bah, qui dit avantage développement dit avantage éphémère. Ça veut dire qu'il va se dissiper petit à petit ouais. si je fais des coups qui sont pas ambitieux. Et donc, Mhm. faut que je m'en serve pour essayer justement d'ouvrir le centre et pourquoi pas attaquer le roi qui n'aurait pas encore roqué. Ok. Et si je me mets dans la peau d'un joueur 700-800 qui nous écoute, il va me dire, oui, mais Guillaume, je sais bien, moi, comment je peux savoir, après 8 coups, quels sont les plans de jeu? Parce que c'est comment je trouve cette info, comment je peux... On n'a pas les lunettes adaptées pour se dire, là, je dois faire ça, là, je dois plutôt faire ça. Ici, je suis là, ben, je dois... Comment on fait, en fait? Comment on peut trouver ces réponses? Je pense que quand on regarde une vidéo de quelqu'un qui explique une ouverture qu'on souhaite jouer, il faut évidemment essayer de retenir les premiers coups, mais il faut essayer de comprendre un peu le rythme, entre guillemets, de l'ouverture. Est-ce que c'est une ouverture qui va être assez tranchante, où on va rapidement développer des pièces, pourquoi pas réaliser des sacrifices? Ou alors est-ce que c'est une ouverture qui est plutôt pépère, et l'idée c'est juste de petit à petit développer nos pièces, sécuriser le roi, et ensuite pourquoi pas prendre le centre? Mhm. Je pense que ça joue beaucoup le fait de comprendre un petit peu la nature de l'ouverture, le rythme de l'ouverture. Et, euh, et en général, quand on va jouer par exemple le système de Londres, qui est un système qui nous permet de nous développer tranquillement, mais qui est pas connu pour ses attaques, ou plutôt sa dangerosité, on va dire, bah, il faut pas s'attendre, après avoir fait un système de Londres, à avancer tous les pions vers le roi adverse et partir sur un roc opposé. C'est pas trop Mhm. la nature de cette ouverture. C'est plutôt D'accord. d'ailleurs jouer à l'aile dame. On regarde la structure de pion, ça tend vers l'aile dame. Et après, on va petit à petit essayer de prendre de l'espace à l'aile dame. Si D'accord. on joue plutôt un roc opposé, bah, qui dit roc opposé dit qu'on va essayer d'attaquer rapidement. Et donc là, il faut comprendre que si je joue ce genre d'ouverture, il faut que je sois prêt à agir vite
et de manière en général très tactique. Ok. Alors, une autre question très pratique aussi, toujours sur les ouvertures. Là, tu as parlé du système de Londres et du jeu avec les blancs. Alors, si on est les noirs, est-ce que tu as des conseils particuliers de nouveau par rapport à ça, que ce soit du E4 ou des 4, et de dire, bah, tiens, pour ce niveau-là, 700-800, c'est peut-être bien de faire ce type d'ouverture sans étudier des variantes, mais quelques coups et les grandes idées. Est-ce que tu as des conseils quand on a les noirs? Sur E4 ou D4, qui sont quand même les deux coups principaux en général, hein, auxquels on fait face. Alors, personnellement, je suis pas le mieux placé pour parler de ça parce que j'ai un répertoire noir qui est un peu douteux dans le sens où je joue en fait des coups qui sont assez agressifs. C'est-à-dire que je joue la scandinave, la variante portugaise, donc c'est une variante qui est assez agressive. Sur D4, je joue un Gambit, donc qui dit Gambit dit quand même que voilà, on joue avec le dynamisme de la position, c'est un petit peu risqué. Donc pour moi, il y a deux écoles. Il y a l'école, on- c'était l'école de mon prof, et je pense que c'était le plus sage. À l'époque, j'étais peut-être un peu trop jeune pour comprendre que si qu'il fallait faire ça, mais c'était l'école un peu soviétique, entre guillemets, où on pose les bases, on joue par exemple la carocane, la française, des ouvertures assez calmes, même la sicilienne, qui sont jouées même à très haut niveau, qui sont réputées comme saines, où on développe de manière saine nos pièces, et puis on joue une partie tranquille. Un peu comme avec les blancs, en fait, finalement. On change pas forcément de point de vue, que ce soit avec les blancs ou avec les noirs, on joue un truc solide qui nous permettra d'aller en milieu de partie, et en milieu de partie, on essaiera de faire la différence. Moi, à l'époque, j'aimais bien sortir un peu des sentiers battus, jouer des parties assez dynamiques, et beaucoup de personnes me répétaient que c'était une ouverture réfutée, que à 2300 Elo, ils connaissaient quelqu'un qui connaissait toute la variante pour après avoir un avantage d'un pion à la fin de l'ouverture. En vérité, j'ai jamais trop rencontré ça. Donc, pour moi, enfin, faut dédramatiser ça aussi. Pour moi, et c'est le choix de l'ouverture est important, mais il faut trouver déjà une ouverture qui nous correspond, qui nous fait plaisir aussi, parce que si on opte pour un répertoire, bah, c'est la facilité de jouer tout le temps la même ouverture, mais ça peut être aussi synonyme d'ennui. Si on fait que jouer une position qu'on Bien sûr. n'apprécie pas forcément, bah, ça peut nous frustrer un petit peu. Donc, il faut aussi voir bah, ce que nous, on aime bien jouer. Est-ce qu'on préfère jouer des positions un peu fermées ou plutôt des positions qui sont ouvertes? Donc, je pense que c'est la deuxième école, quoi. Ok. Et du coup, bah, de nouveau, je me mets dans la peau d'un joueur ou d'une joueuse de ce niveau-là, 700-800, qui se pose des questions sur son ouverture. Donc, tu dis, bah, un peu s'adapter au style, au profil du joueur. Prenons deux cas. Parce que c'est souvent. Enfin, ces deux cas comme ça, il y en a peut-être d'autres, mais bon. Il y a le cas, j'ai un coaché comme ça, qui est très tactique, attaque, initiative. Ça, c'est un premier profil. Plutôt comme toi, on va dire. Hein. Et puis, tu en as un autre qui est plutôt solide, tranquille, je ne veux pas me faire attaquer, on pose les bases. Ouais. Pour ce type de profil-là, qu'est-ce que tu conseillerais comme ouverture avec les blancs, avec les noirs? Ok. Alors, je vais commencer par le profil plutôt tranquille. Ouais, Selon moi, quand on est un peu plus tranquille, on ouvre par D4, en général. Ça conduit à des positions un petit peu moins ouvertes, un peu plus fermées, où on aura moins de risques de se faire rapidement attaquer. Il y a selon moi aussi beaucoup moins de rocs opposés quand on ouvre par D4 que quand on ouvre par E4. d'accord. Donc, pour quelqu'un de tranquille, j'ouvre par D4, je vais jouer le système de Londres, ou alors le Gambit Dame si on est un peu plus ambitieux, mais système de Londres c'est déjà très bien, et on est bon. Pour le profil un peu plus agressif, avec les blancs, j'aurais tendance à dire que E4, ça ouvre un peu plus de possibilités. C'est aussi un peu plus énergivore, je dirais, au chronophage, dans le sens où il va falloir s'intéresser à plus de réponses côté noir. Parce que sur E4, on peut observer D5, on peut observer C6, on peut observer E5, avec beaucoup de possibilités. Alors que si on joue le système de Londres, bah, le principe d'un système, c'est qu'on pourrait quasiment jouer de manière automatique D4, fou F4, E3, cavalier F3, C3, petit roc, et puis c'est bon. On est tranquille. Peu Quelle importe que la soit la réponse. réponse des noirs, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça, entre gros guillemets, voilà, mais t'as l'idée. Ok, donc d'un côté, on joue un D4 avec les blancs où quelles que soient un peu les réponses, on va avoir des facilités de développer notre jeu. Mhm. C'est la magie, enfin le secret et l'intérêt des systèmes. Alors, à l'opposé, E4, et voilà, on est sur des parties plus ouvertes.
plus de peut-être de tactique, mais avec beaucoup plus de réponses possibles des noirs et du coup, ben, des parties beaucoup plus variées, différentes, avec plus d'expérimentation là à avoir. Bah, il y a ce côté varié, mais je te coupe juste 2 secondes, Vas-y, vas-y. Jérémy. Il y a ce côté varié, mais il y a aussi cette recherche de profiter du fait que ce sont les blancs qui commencent la partie. Parce que quand on joue un système comme le système de Londres, on va pas essayer de profiter du fait qu'on a l'initiative dès le premier coup de la partie. Alors qu'avec E4 et une ouverture un peu plus dynamique, on va essayer de montrer aux noirs que c'est nous qui donnons le ton de la partie, le rythme de la partie, parce qu'on a joué en premier. Ok, très bien. Ça, c'est toujours un bon rappel, la notion d'initiative aux échecs, très important. Alors, et si on est les noirs? Bah, Joueur si on est les plutôt noirs, actif, apprend l'initiative, attaque, et le joueur plus solide, pépère, tranquille. bah, je commençais encore une fois par le joueur un peu pépère, un peu tranquille. Euh, Moi, une ouverture qui est vraiment pépère, tranquille, c'est la Caro-Kann. Mhm. Je recommande souvent ça pour mes élèves, la Caro-Kann, c'est assez logique. On va pas prendre le centre directement parce que le premier coup c'est C6, mais dès le deuxième coup, on va essayer de le challenger en avançant des 5. On a un développement de pièces qui est assez naturel. On retrouve entre guillemets encore une fois une sorte de pyramide de pions. On Ouais, retrouve aussi dans le système de Londres. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est d'avoir des schémas qui se répètent dans les deux ouvertures. Donc on peut quand même plus facilement s'identifier à la Caro-Kann quand on joue le système de Londres avec les blancs. Aussi, dans ce genre d'ouverture, on va avoir un centre qui est fermé, donc souvent les pions D4 et D5 qui se font face. Et pour contrer ce centre fermé, on va réaliser ce qu'on appelle une poussée libératrice, c'est-à-dire on va essayer de challenger le centre avec l'avancée d'un pion de l'aile. Donc c'est souvent le pion C qui va servir en fait pour essayer de dévier un peu le pion central, le pion D. Et donc, dans le système de Londres, on a tendance à essayer de jouer pour C4, dans le plan qu'on essaye de réaliser. Dans la Caro-Kann, on va jouer pour C5. Donc, je trouve que ça se rapproche beaucoup. Ce que j'aime bien aussi, c'est la française pour un joueur qui est assez posé. La ok. française, c'est à peu près la même idée, même structure. Le seul petit bémol, selon moi, c'est le fou de casse blanche qui est souvent en C8 et qui a du mal à se développer. Qui est Ça peut être enfermé. un Mhm. souci. Mais de D'accord. toute façon, il n'y a pas d'ouverture qui est meilleure que les autres. Sinon, on ferait pas ce débat-là, ce podcast, entre guillemets. Et on aurait déjà une pensée unique et on jouerait forcément la meilleure ouverture qui soit. Donc, les deux se valent chacun ses avantages et ses inconvénients. Ok, et maintenant pour le profil plus joueur sur les noirs, avec les noirs. Profil plus joueur avec les noirs, mais quand même qui va pas jouer n'importe quoi, un Gambi trop bizarre. Pour moi, sur E4 de la part des Blancs, moi j'aime bien en fait la sicilienne, par exemple. Je trouve que c'est pertinent. Je me souviens même pas de ce que tu joues, Jérémy, donc j'espère que je te fais plaisir en disant ça, mais je crois que Ou tu joues la alors, sicilienne. on va en parler, on va en parler. Et tout de suite, et j'ai tout de suite envie de te demander quand même, parce que la sicilienne, donc moi je l'ai beaucoup joué, mais en fait, c'est difficile une sicilienne. Enfin, Mhm. après, c'est à toi de me dire, si tu vas me dire ça. Pour moi, il y a un vrai débat sur la sicilienne. Pour un débutant en 800, tu conseillerais d'étudier la sicilienne, enfin, de développer une sicilienne, de jouer la sicilienne? C'est une bonne question, il faut quand même toujours rappeler que c'est pour un 800. Oui, Ça parce peut, que, voilà, c'est ça un peu la question. On dit la sicilienne, il y a tellement de possibilités, c'est très casse-gueule. Si tu te trompes un peu, tu peux vite te faire contrer. Mais non, c'est sûr que c'est pour le joueur flamboyant qui veut être actif, voilà. Mais est-ce que selon ça moi, correspond, ouais, à un un joueur de 800 800, Elo quoi. sur Ouais, Chesscom, il jouera aussi contre un 800 Elo normalement. Donc ça ouais, veut dire qu'il faut se dire qu'ils vont jouer entre guillemets à armes égales, selon moi. Et donc, peut-être que le 800 Elo qui joue la sicilienne aime jouer justement une position qui est assez ouverte. Il peut craindre une attaque rapide de la part des blancs, mais pour que l'attaque rapide soit jouée de manière parfaite, c'est quand même assez rare que le 800 Elo en face joue sans erreur. d'accord. Donc, autant quelqu'un qui est plus défensif, qui a un profil plus défensif et qui joue la Caro-Kann, il peut résister plus longtemps face à un joueur qui est à 1400, 1500 Elo comme toi, parce que Ok. la nature de l'ouverture fait qu'on pourra tenir plus Mm. longtemps puisqu'on est plus défensif. Ouais. Autant c'est vrai qu'un joueur de Sicilienne, tu risques de rapidement prendre l'avantage si il fait un petit peu n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est pas si grave parce que je me dirais quand même que la personne en face, elle a le même niveau que moi et donc elle aura peut-être les mêmes armes sur cette ouverture-là.
Ce que j'aime bien avec la sicilienne, et ce que j'aime bien aussi avec la carocane, par rapport à un joueur qui va jouer E5, c'est que avec les noirs, on choisit directement une branche entre guillemets dans l'arbre de possibilités Ok? qu'on a choisi. Par exemple, si tu me joues E4 et que je réponds par E5, il y a quand même pas mal de possibilités. Il y Ouais. a l'écossaise, il y a l'italienne, il y a la défense Petrov, il y a l'espagnol. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a la viennoise et compagnie. Alors que si je joue C5 ou C6, bah, je vais directement rentrer dans mon ouverture la sicilienne ou la carocane. D'accord. Donc c'est D'accord. aussi ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça que moi, fainéant sur les ouvertures, j'ai choisi des ouvertures qui sont peut-être un petit peu moins bien réputées, mais qui me donnent la garantie d'arriver sur un terrain que je connais en général mieux que l'adversaire. Donc il y a aussi D'accord. cette dimension-là aussi à essayer d'avoir, parce que les échecs, pour moi, c'est un tout. On a un elo, par exemple 800 elo, mais en fait, on a un elo pour les positions ouvertes, un elo pour les positions fermées. On a un elo pour un système qu'on connaît et on a un elo pour un système qu'on ne connaît pas. Donc toute la complexité du jeu réside aussi dans le fait de d'attirer l'adversaire vers des schémas qu'on connaît Sur ton et vers terrain. lui des sentiers qu'il connaît pas trop. Ok. Très intéressant comme vision des choses, effectivement. Très, très chouette. Bien. Pour terminer sur les ouvertures, on parle souvent des pièges de l'ouverture, des pièges des ouvertures. Est-ce que tu penses qu'il est important pour voilà, un joueur qui commence et qui a déjà quand même qui a un niveau presque intermédiaire, est-ce que c'est quelque chose vraiment d'important ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose voilà, peut se faire piéger, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, il faut pas commencer à bosser tous les pièges de l'ouverture, ou bien se dire quand même, ok, sur mes variantes, je vais quand même les étudier, quoi. Je pense que c'est pas super important, selon Hmm. moi. Je sais que sur le Gambit Dame, pardon, sur le système de Londres ou le Gambit Dame, quand on ouvre par des 4, on peut rencontrer ce qu'on appelle le Gambit Englund, qui a fait l'objet de beaucoup de shorts YouTube, de beaucoup de vidéos YouTube, qui terrorise peut-être les joueurs à 700, 800 Elo. Mais en fait, ce Gambit-là, il n'est pas si dangereux que ça. Il est dangereux si on est trop gourmand en général. Si on a vraiment la pas du gain, qu'on veut prendre un pion, puis un deuxième, et puis ah, il y a quand même la pièce, donc je vais aller la chercher, et puis je verrai plus tard. Et puis on finit par tomber dans le piège. Mais Ouais. au final, ce piège-là, il vient pas à nous, c'est plutôt nous qui allons vers lui. Donc si on Hmm. choisit de pas rentrer dedans, c'est-à-dire de se dire, bon, il y a quand même anguille sous roche, il me propose Ouais. quand même beaucoup trop de matériel, à moi de plutôt privilégier le développement et le rock, il y a aucun souci en fait, Ok. pour moi. D'accord. Alors, nous en arrivons tout doucement à la fin. J'avais encore quand même une, voire deux questions. Bien sûr. C'est revenir quand même sur la notion de concentration. On en a un peu parlé. Les fameuses erreurs basiques. Euh, Est-ce que tu aurais c'est quoi finalement le truc pour éviter les gaffes? Je veux dire, mentalement, à quoi est-ce qu'il faut penser pour éviter ces gaffes, pour commencer à en fait protéger nos pièces, quoi, hein? Parce que souvent, on fait une gaffe, c'est parce qu'on donne une pièce, hein. Donc elle n'est pas protégée ou pas assez. Qu'est-ce que tu conseilles comme petites astuces à faire en partie pour éviter ces gaffes? Je pense que tout d'abord, il faut avoir une méthode, c'est-à-dire Hmm. quelques questions qu'on se pose à chaque fois que l'adversaire est joué et avant de jouer notre coup. Donc, ces questions-là, on n'est pas obligé de les dire à voix haute et c'est aussi pour ça que quand on regarde des youtubeurs qui sont très avancés, on a l'impression que eux ne se les posent pas, mais eux, en fait, eux se les posent, mais dans leur tête. C'est juste que c'est tellement intuitif qu'ils arrivent difficilement à les mettre à plat, entre guillemets. Et donc, bah, ces questions-là, ça peut être, par exemple, OK, il vient de bouger son cavalier. Premièrement, qu'est-ce qu'il menace dans mon camp? Déjà, regardez, lui, ce qu'il fait. Avant de réfléchir à ce que nous, on veut faire, ne jamais oublier qu'on joue contre quelqu'un et que ce quelqu'un en question, il a des idées. Tout comme nous, il a des envies, il a des idées. Donc, il vient de bouger le cavalier. Est-ce qu'il menace quelque chose dans mon camp? Oui, non. Si c'est oui, bah, est-ce qu'il faut que je m'adapte à ce qui vient de me menacer? Ou alors, non, tranquille, c'est juste un pion qui est protégé, pas trop de risques. Deuxièmement, est-ce que justement cette pièce, je peux pas la capturer? Souvent c'est un cavalier qui bouge, mais je peux juste le récupérer avec mon fou. Donc, est-ce que je peux juste pas la récupérer? Et dans ce cas, tant mieux. Donc là,
après avoir regardé ce qui se passe dans notre camp, regarder un peu dans son camp, est-ce que je peux pas juste capturer la pièce qui vient de bouger? Si encore une fois, il menace rien de dangereux dans mon camp, et en plus, je peux pas la capturer, cette pièce-là, bah là, ça va être à moi de réfléchir pour le coup vraiment à un coup. C'est-à-dire, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est là que peut arriver la gaffe, justement, où je vais essayer de trop me découvrir. Donc là, en fait, c'est la même chose qu'il faut faire, mais il faut se mettre à la place de l'adversaire. C'est-à-dire que, ok, je viens de déplacer, j'ai envie de déplacer cette pièce-là. Est-ce que il peut en profiter? Est-ce que déjà la pièce est protégée? Très important. Et est-ce que, en déplaçant cette pièce-là, je ne protège plus une autre pièce qui est dans mon camp, quoi. Il faut essayer de C'est-à-dire garder les une harmonie entre conséquences, les ouais. pièces. Ouais. Les conséquences du dernier mouvement. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit, mais même plus haut niveau. Mais moi, je vois bien aussi. C'est, je réfléchis à mon coup et puis j'arrive à déplacer une pièce. Elle est protégée là où elle va, mais j'oubliais qu'elle en protégeait une autre. Et du coup, on oublie les. Enfin, c'est un système, en fait. Tout est lié. Et effectivement, penser quand on déplace une pièce d'abord, si on peut bien la mettre sur cette case-là, si cette case, elle est bien safe. Et puis, si on bouge une pièce, quelles sont les conséquences sur les autres pièces, quoi. Ok, Exactement. très bien. Parce que comme ça fait voilà, des données un peu pratiques qu'on peut appliquer assez facilement. Alors, ça demande évidemment de la discipline, parce que c'est vrai que c'est à chaque coup. D'où la difficulté des échecs, c'est la concentration à chaque coup. De refaire un peu toujours le même mécanisme. Mes pièces sont-elles protégées? Quelle est l'intention du dernier coup adverse, etc. Alors, mais justement, ça en vient à la dernière question que j'ai envie de te poser sur l'aspect mental du jeu. Donc, comme tu le sais, certains le savent, moi je travaille comme préparateur mental, notamment pour des sportifs. Et aux échecs, il n'y a rien à faire, c'est un jeu mental. C'est un jeu intellectuel, mais c'est un jeu mental au sens où on a nos émotions qui sont là et qui peuvent influer sur nos comportements, sur nos actions. On le voit même au très haut niveau. Si vous prenez l'exemple du fameux youtubeur Julien Song, qui a un magnifique compte pour populariser les échecs, on voit bien que quand il joue en partie, il reconnaît lui-même qu'il est hyper stressé en fait. Il a ses émotions qui sont là, et je pense que c'est pas qu'un jeu. Il y a vraiment ça, et d'ailleurs ça se retrouve même chez d'autres grands maîtres qu'on peut voir sur YouTube, dont dont j'oublie le nom, mais qui dit à ce moment-là, j'ai été pris par mes émotions, après 10 coups. Oui. Bah, il y Et, a... et alors j'ai perdu le fil. Mhm. Et donc ça c'est un aspect quand même important aux échecs, c'est la notion de mental de gérer ses émotions, la peur de perdre, etc. On joue quand même en fait contre des humains. On remarque par exemple que quand on joue contre un humain en face, c'est-à-dire soit en vraie partie réelle, ou bien sur ordinateur, on sait qu'on a un humain de l'autre côté. On n'est pas la même personne que quand on joue contre un robot où en fait on se fout un peu du résultat. On perd ou pas, c'est pas la même chose. Par contre, contre un humain, on sent qu'il y a quelque chose de différent. La tension n'est pas la même. Quelle est ta vision des choses sur cet aspect-là? Est-ce que le mental, c'est si important que ça? Ou bien non, pas trop? Et qu'est-ce qu'on fait si on est un peu trop stressé avec tout ça, quoi? Alors, je vais répondre à ta question, Jérémy. Juste avant, je peux permettre de rebondir un tout petit peu sur ce qu'on a dit juste avant, la question D'accord? précédente, par Ok. rapport à la méthode, en fait, les quelques questions qu'on se pose. Je trouve que c'est aussi intéressant de faire ça, de manière à au moins passer 15 ou 20 secondes avant de jouer un nouveau coup, parce qu'on retrouve des D'accord. joueurs qui enchaînent les coups très rapidement, et c'est vrai que ça peut nous permettre de, selon moi, prendre au moins 20 secondes, et c'est quand même le minimum de prendre 20-30 secondes Hmm. avant de jouer un coup pour justement D'accord. éviter les gaffes. Pour Et revenir, peut-être surtout quand on veut jouer un coup tout de suite. oui, aussi, oui, ça permet aussi de calmer un petit peu la Exact. dopamine, quoi. Ok. Effectivement. Pour revenir un petit peu sur l'aspect mental, c'est vrai que pour le coup, tu t'y connais beaucoup mieux que moi là-dessus. Je peux te parler un petit peu de moi, ce que je ressentais quand je jouais en Ouais. partie ou quand je joue aussi en partie en ligne. Il faut savoir que déjà, c'est propre à chacun. Il y a des personnes, je pense, qui sont plus stressées que d'autres, qui vont plus appréhender ou anticiper en fait le résultat d'une partie.
Je suis d'une nature un peu décomplexée. Enfin, j'ai tendance à beaucoup relativiser, donc je suis moins sujet au stress. Mais évidemment, bah, dès que ça touche à quelque chose qui est important pour moi, bah, je vais plus stresser que si c'était quelque chose qui n'avait aucune importance à mes yeux. Donc, je pense que déjà, il faut essayer de prendre du recul. Il faut essayer de penser plutôt moyen terme, long terme. Et c'est comme ça qu'on progresse, en fait. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, c'est pas le résultat d'une seule partie qui va faire que je vais ou non en fait réussir à atteindre un objectif que je me suis fixé pour 3 mois, pour 6 mois, pour un an. Mais c'est plus le fait de, avec rigueur, avec discipline, petit à petit en fait travailler sur sur ce domaine qui va faire que dans 6 mois ou dans un an, je vais y arriver. Donc c'est pas si grave si je loupe un coup dans cette partie, si de toute façon je sais que ça va me permettre plus tard d'en gagner d'autres. Donc je pense qu'il faut essayer de prendre du recul là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Par rapport à l'adversaire, l'ego, tu penses, le fait d'avoir... Alors, je vais parler pour moi, mais c'est des choses qui reviennent dans notamment sur les groupes Facebook, notamment le fameux grand groupe Apprendre les échecs, je crois, qui s'appelle comme ça. C'est que tu as parfois des gens, et moi je le remarque, c'est quand on joue contre un ordi. Donc c'est pour ça que beaucoup de débutants au début ne veulent jouer que contre des bots, hein, que contre des ordinateurs. Ils ont un stress quand il s'agit de jouer contre quelqu'un. Donc il y a inévitablement quelque chose, et moi je le ressens aussi personnellement, parce que je vois bien, alors je joue pas contre des bots, mais quand ça m'arrive de jouer, c'est complètement, pour moi, ça n'a aucun espèce de stress, enfin, je joue comme ça, sans stress, alors que quand je joue une partie un peu contre une autre personne, on a moins envie de la perdre, on a envie de la gagner, enfin, en tout cas, il y a ce phénomène-là qui semble être présent chez beaucoup de joueurs. Bah, je comprends ton point de vue. Après, pour le coup, je pense que c'est plus dû au classement Elo, selon moi. Ah, d'accord. Parce que quand on joue contre un bot, on joue pas pour un classement. Tu me coupes si je me trompe, parce que j'ai jamais joué Oui, contre un bot oui. quasiment, mais, enfin, quasiment, j'ai joué que 2, 3 fois, mais j'avoue de ne pas jouer souvent. Alors que, bah, justement, on sacralise énormément les points Elo. Hmm. C'est comme, ça fait faire un peu cliché, mais c'est comme les personnes qui se présentent à 60 ans en parlant de l'école qu'ils ont fait en début de carrière. Il y a, il y a cette blague sur Instagram ou sur YouTube de quelqu'un qui parodie enfin, quelqu'un qui travaille en finance et qui dit X 1970, enfin la promotion polytechnique 1070 quoi, aux échecs, Guillaume Robin, et après on donne le classement Elo. Donc Ouais. ça permet évidemment de situer le niveau du joueur, c'est important, mais il faut aussi des fois prendre un peu du recul. On entend aussi beaucoup de fois des personnes qui disent ah mais Jérémy ou ah oui mais Guillaume, il avait 50 points Elo de plus que moi. 50 points Elo, c'est peanut. Enfin, je veux dire, Hmm. vous êtes quasiment à force égale. Donc je pense que justement c'est cette histoire de points qui fait que bah, les joueurs envisagent le fait de perdre leurs points ou alors ont limite peur d'en gagner quoi. Je pense que ça joue beaucoup et selon moi peut-être un peu plus que le côté égo. Qu'est-ce que tu penses de ça toi? Oui, ben c'est sûr que ben moi je vais parler pour moi. Effectivement, moi par exemple j'ai des objectifs de progression et c'est vrai que ça reste l'élo qui est un peu la mesure. C'est pas la seule mesure, mais disons que c'est la mesure principale. Mhm. Euh, et quand on se fixe là-dessus, ça peut jouer. Et je remarque que ça dépend aussi des moments. S'il y a un moment où j'ai atteint par exemple un palier, je me souviens que quand j'ai atteint le niveau 1400, j'ai pas voulu jouer pendant une semaine ou deux parce que je voulais pas redescendre, tu vois. Par contre, quand je suis pas arrivé à 430, là, je me suis dit, c'est pas grave si je descends parce que je vais pas redescendre à 1400. Il faudrait déjà que j'en perde 5 de suite, ça va pas arriver, tu vois. Et donc, ça dépend parfois pour moi, du contexte. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est l'idée de progression. Si moi, j'avais pas d'ambition, d'élo, je pense que je serais peut-être du coup beaucoup moins stressé parce que quelque part, ce serait moins important pour moi. Tu l'as dit, hein, le stress, il vient quand c'est important. Ça, c'est très clair. Et donc, effectivement, il y a cette idée de classement là-dessus, je partage totalement. C'est la vision que toi, que tu défends. Bah, je pense que cet aspect psychologique des centaines d'élos, ça existe énormément. Ça, c'est certain. J'ai beaucoup Ouais. d'élèves qui
une fois qu'ils franchissent un palier, qu'ils sont à 1400, on me dise, ah bah, je veux plus jouer avant de faire mon prochain cours avec Guillaume. Comme ça, je te Voilà. montre que je suis 1400. Parce que si j'ai peur de jouer une partie et de redescendre, ou alors, je suis descendu un peu trop et si je continue à jouer, je vais redescendre encore. Par exemple, toi, tu es entrepreneur, il y en a d'autres sûrement qui nous écoutent qui le sont, ou qui travaillent dans d'autres entreprises comme ça. Euh, une entreprise qui fait qui baisse en fait en chiffre d'affaires sur un mois dans l'année ou sur 2 mois, si elle a un objectif sur 1 an, 2 ans, mais qu'elle a quand même en fait suivi en fait sa feuille de route, son carnet de bord, elle va pas forcément s'inquiéter si c'est dans les Hmm. plans de d'investir de l'argent, pourquoi pas pour attirer plus tard plus de capitaux, c'est pas si grave. Bah, c'est pareil aux échecs, il faut aussi s'intéresser en fait à la feuille de route. Si toi tu continues à poster des vidéos régulièrement, si tu continues en fait à créer du contenu autour des échecs, c'est pas parce que les résultats sur du court terme vont être un peu moins bons que d'habitude que tu vas arrêter de poster pendant 2, 3 semaines. Au contraire, j'imagine que tu vas redoubler d'efforts et que tu vas continuer en fait à garder la même direction. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire en se détachant un petit peu du résultat. C'est sûr que c'est pas si simple. Plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Exactement. Mais j'aime bien cette idée, effectivement, c'est d'avoir une vision à beaucoup plus moyen terme, plus long terme, pour éviter de se stresser trop. C'est vrai que c'est important. Il y a notamment des modèles que moi j'utilise en coaching mental, qui les modèles, le plus connu, c'est le modèle starter. Donc, on définit un objectif, mais on veut pour qu'il soit atteignable, qu'il soit globalement, généralement réaliste, hein, c'est la première des Mhm. choses. Quand je vois certaines personnes qui disent je veux gagner 300 points Elo en 2 mois, ben là, on n'est pas dans un modèle écologique en fait. Sauf si tu décides d'y bosser 5 heures par jour et que tu as déjà des prédispositions et que voilà. Mais en dehors de ça, c'est plus compliqué. Moi, je rappellerai toujours mon exemple à moi, et ce qui m'a étonné moi-même, c'est début d'année 2025, je me dis, je veux être 1400 en fin d'année, je me donne un an. Donc beaucoup en fait. C'est pas un objectif très ambitieux, mais je suis certain que c'est pour ça aussi que je l'ai réussi à l'atteindre en 4 mois. Parce que j'avais aucun stress en fait si je l'atteignais pas en 6 mois, quoi. Il me fallait un an. Et donc, je pense qu'il y a cette notion de fixer des objectifs réalistes qui permettent, et donc en fait, tu vois la chose sur plus long terme, et ça te permet d'être moins stressé, quoi. Écoute, ben on arrive à la fin. Est-ce que tu voulais ajouter des choses? Il y avait quelque chose que tu aurais voulu, dont tu aurais voulu que tu aurais voulu aborder ou qu'on n'a pas Non, pas discuté ou... spécialement. Je trouve que c'était une bonne conclusion, ce côté long terme. On partage ça tous les deux, le fait de voir la progression aux échecs sur plusieurs mois, même limite plusieurs années. Ouais. Et donc, bah, c'était un plaisir de répondre à tes questions, de t'en poser aussi un petit peu. On a quand même échangé, c'était cool. Et, euh, et voilà, sache que moi j'apprécie ce que tu fais, donc c'était un plaisir d'être là. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pu répondre à ces questions. Et bah, écoute, on se retrouvera peut-être à une prochaine occasion. Et j'en profite pour vous saluer à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Et on se retrouvera très prochainement. Salut! Ciao, ciao, bye.